Alors juste avant d'aborder le sujet du jour qui me concerne principalement, j'ai juste un slide, de présentation, heu sur l'activité de Sphinx, pour ceux qui n'étaient pas là le webinaire précédent. Alors, l'entité Sphinx France fait partie du groupe Sphinx, un groupe européen, présent dans 11 pays. On peut voir sur la carte, en haut à droite, la présence des agences Sphinx en Europe, avec un total donc de 18 agences. Le groupe Sphinx, c'est 95 salariés, plus de 30 ans, d'activité. Hem, un savoir-faire et un support technique, reconnu sur le marché du M2M et de l'IoT. Et en France, Sphinx est réparti sur 3 sites, à Paris, à Lyon et en Vendée, à Montaigu, le siège tout près de Nantes. Alors la mission de Sphinx, c'est d'accompagner nos clients, intégrateurs, revendeurs, installateurs dans l'étude et la validation et le déploiement de projets IoT. Heu et de tout ce qui va être connectivité industrielle, autour. Alors pour ce faire, nous appuyons sur un réseau de partenaires, constitué de marques leaders sur le marché, donc notamment Carlink pour les aspects liés au LoRa, et nous sommes présents dans tous les domaines d'activité, que ce soit le transport, l'énergie, le bâtiment ou l'industrie. Donc c'est ce que nous allons voir, maintenant, et je vais donc laisser la parole à Virginie pour la suite du webinaire et de l'agenda. OK, Virginie, c'est à toi. super. Merci Thierry pour cette présentation. Donc effectivement, on a décidé avec Sphinx de faire ce webinaire aujourd'hui autour de l'industrie 4.0 parce que c'est un vertical où, en tout cas, nous sommes de plus en plus actifs, hein, et où on voit que les solutions IoT et le LoRa sont extrêmement pertinents pour répondre à un certain nombre de challenges de ce secteur, hein. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir dans ce webinaire une réflexion plus globale et générique sur l'industrie 4.0, donc les challenges de ce vertical, comment l'IoT et plus précisément le LoRa va permettre d'y répondre. Et on fera un petit focus aussi sur les enjeux liés à la maintenance prédictive. Et on finira par quelques retours d'expérience sur les déploiements que nous avons pu faire, des déploiements IoT en milieu industriel. Donc, tu peux aller sur la slide suivante, Thierry. Donc, du coup, effectivement, je dirais qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de se poser la question aujourd'hui de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Parce qu'effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Alors, industrie 4.0, industrie du futur, smart industry, mais je ne suis pas sûre que concrètement, on soit capable, tout le monde, d'expliquer ce qu'il y a derrière cette notion d'industrie 4.0. Donc, j'ai voulu présenter ce petit slide pour un petit peu d'histoire, pour comprendre les 3 révolutions ont déjà connu le monde industriel avant d'arriver à cette fameuse 4e dont on va parler aujourd'hui. Donc effectivement, fin 18e, on a eu l'introduction, l'arrivée de la production mécanique avec l'introduction de la machine à vapeur. Ensuite, on a eu fin 19e la production de masse avec l'introduction de l'énergie électrique et pétrolière. Ensuite, dans les années 70, on a eu la production automatisée, qui était là plus drivée par tout ce qui est électronique et technologie informatique. Et enfin, aujourd'hui, donc cette fameuse 4e révolution industrielle qui est principalement portée par l'introduction de nouvelles technologies. Donc, si tu vas sur la slide suivante, Thierry, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui industrie 4.0 ? Eh bien, ça va être un ensemble de nouvelles technologies émergentes qui vont permettre à un industriel de se digitaliser, et tout ça afin de produire de façon, on va dire, de façon plus intelligente et efficace. Donc, dans cette technologie, on va trouver un ensemble de choses différentes. On va trouver effectivement de ce qu'on appelle l'IoT, le big data, ce dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, mais il y a aussi potentiellement d'autres technologies, la réalité augmentée, la fabrication 3D, le machine learning, le jumeau numérique et aussi l'intelligence artificielle. Donc, contrairement aux révolutions industrielles passées qui ont principalement contribué à produire plus ou plus rapidement, dans la notion d'industrie 4.0, il y a vraiment la dimension de production intelligente. Et c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer en quasi temps réel dans mon usine ou sur mon site de production, ça va être
être capable de prendre les bonnes décisions en anticipant un certain nombre de problèmes, diminuer le nombre d'accidents, diminuer les pertes, le nombre d'arrêts machines, par exemple. Donc, si on va sur la slide suivante, là encore, quand on parle en fait d'industrie 4.0, on va se rendre compte que cette notion de pilotage intelligent, elle s'adresse en fait à beaucoup de sous-segments du milieu industriel. Ça touche le domaine, par exemple, de la construction. On a des projets là-dedans où on nous demande, par exemple, d'assurer la sécurité des travailleurs sur un site de construction. L'industrie minière ou pétrolière, où on est très actif aujourd'hui, notamment pour pouvoir monitorer à distance des équipements qui sont difficiles d'accès parfois, dans la pétrochimie ou la métallurgie, pour réduire par exemple l'empreinte carbone, diminuer sa pollution, ou dans la construction automobile ou dans les biens de consommation, pour par exemple limiter le nombre d'arrêts machines non prévus. Donc, si on va sur la slide suivante, qui est une slide qui est très importante, voire fondamentale, on va dire que comprendre les challenges d'un vertical, c'est sans doute l'étape qui va être la plus importante dans un projet IoT. Aujourd'hui, un industriel, il ne va pas digitaliser sa société juste parce que c'est dans l'air du temps ou qu'on aime les nouvelles technologies. C'est une vraie décision stratégique qui doit toujours être guidée par un certain nombre de questions qui vont être quelle problématique métier cette solution va venir résoudre, quel bénéfice cette solution va venir m'apporter, et la troisième qui est clé, c'est en combien de temps vais-je pouvoir rentabiliser cet investissement. Si aujourd'hui on n'est pas capable de répondre à ces questions, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de projet IoT et donc forcément il n'y aura pas de retour sur investissement. Juste pour l'anecdote, j'ai lu la semaine dernière, par exemple, que Bosch France ne déployait aucune solution IoT si son ROI était inférieur à 2 ans, par exemple. Donc, nous, basés sur les différents projets IoT en milieu industriel qu'on a pu mener au cours de ces dernières années, on a identifié en tout cas un certain nombre de challenges. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, mais en tout cas, c'est ce que nous, on a pu observer chez nos clients. En tout cas, les technologies IoT ou LoRa nous permettent d'adresser. Donc, parmi ces problématiques ou ces challenges, on va retrouver souvent numéro 1, comment puis-je réduire mes coûts de maintenance? Comment est-ce que je peux optimiser la production et la qualité de mes produits? Comment est-ce que je peux réduire la consommation énergétique de mon site? Comment est-ce que je peux sécuriser l'environnement de travail de mes employés, de mes salariés, de mes travailleurs? Comment est-ce que je peux mieux gérer les ressources et mes stocks? Et finalement, comment est-ce que je peux diminuer l'impact environnemental et sociétal pour ma société? Donc, si on va sur la slide suivante, maintenant qu'on a clairement énoncé, on va dire, les challenges de l'industrie 4.0, l'idée dans cette partie, c'est vraiment de montrer comment l'IoT et précisément les technologies LP1 et là le LoRa vont permettre de résoudre ou d'adresser ces challenges que je viens de vous présenter. Donc, sur la slide suivante, au début de la présentation, je vous ai expliqué que dans l'industrie 4.0, il y avait effectivement différentes technologies, dont l'IoT et le Big Data faisaient partie. Hein, parce qu'aujourd'hui, on considère, personnellement, nous, en tant que Kerlink, fournisseur de connectivité LoRa, que l'IoT et le Big Data cumulés sont vraiment des outils majeurs pour répondre aujourd'hui aux enjeux de l'industrie 4.0. Parce que tout simplement, ces technologies, elles permettent de collecter la donnée. Et la donnée, aujourd'hui, est vraiment au cœur du processus de production et de décision. Donc, ce processus, concrètement, il va s'articuler autour de 4 étapes clés qui vont consister à connecter, à collecter, à interpréter et à optimiser. Alors, connecter, effectivement, c'est une des parties importantes puisqu'on va dire que grâce à des capteurs, on va pouvoir rendre intelligent des systèmes legacy qui étaient jusqu'alors non communicants. Et c'est ça tout l'intérêt de l'IoT dans le monde industriel, hein, c'est de pouvoir déployer facilement et à moindre coût un système qui va fonctionner en parallèle sans interférer avec les systèmes industriels existants, ce que ne veulent surtout pas aujourd'hui un industriel. Donc, une fois qu'on a connecté, c'est de pouvoir collecter du coup un grand nombre de données qui étaient alors inaccessibles de plusieurs systèmes tout au long du processus de production. Une fois qu'on a collecté ces données, c'est de pouvoir, grâce à des technologies de big data, les interpréter
afin d'avoir une meilleure vision au quasi-temps réel du bon fonctionnement de son outil de production, de son état de santé et effectivement de ses défaillances éventuelles. Et une fois qu'on a pu interpréter et qu'on a cette donnée, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir optimiser et d'aller vers un pilotage intelligent qui va nous permettre d'anticiper, de prendre un certain nombre de décisions qui vont nous permettre effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes, avoir moins de pannes, moins d'accidents, une meilleure qualité de produit, etc. Sur la slide suivante, ce qui est important aussi de noter aujourd'hui, c'est que l'IoT, on est quand même dans un système qui est extrêmement mature. On a des technologies qui existent depuis, alors je vais parler pour Laura, mais depuis plus de 6 ans. Donc, on a un écosystème mature en temps de nombre d'entreprises, d'opérateurs télécoms, de fabricants de capteurs, de gateways, de fournisseurs de plateformes IoT, qui aujourd'hui fournissent un grand nombre d'éléments qui vont permettre d'implémenter pour un industriel une très grande variété de cas d'usage, et notamment sur des versions ATEX. Ça, ce sont des sujets aussi importants, notamment dans l'oil and gas. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que la maturité de cet écosystème va permettre l'accès à la technologie IoT de façon plus facile. On a vraiment une réduction des coûts, ce qui permet à des plus petites structures de pouvoir mettre en place des politiques de digitalisation, ce qu'elles ne pouvaient peut-être pas faire par le passé, et d'avoir des ROI beaucoup plus rapides qui vont permettre de justifier l'investissement sur ce type de technologie. Donc, sur la slide suivante, on va arriver sur un point important, parce que maintenant que je vous ai démontré un peu l'intérêt de déployer une solution IoT, on a toujours cette grande et éternelle question, en tout cas que nous, chez Carlink, mes clients me posent très souvent, qui est de savoir, oui, Virginie, quelle technologie IoT je dois choisir, parce qu'il y en a beaucoup, on est un peu perdu. Quelle est la meilleure technologie? Qui va gagner la bataille? Qui va perdre? Alors, effectivement, j'ai voulu exprès mettre ce slide parce que pour moi, c'est un faux débat. Il n'y a personne qui va mourir, il n'y a personne qui va gagner non plus. Toutes ces technologies, aujourd'hui, elles vont juste continuer à cohabiter les unes avec les autres. Et j'ai mis ce tableau exprès pour comprendre que chaque technologie, il n'y a pas de technologie parfaite. Il y a des technologies, elles ont des avantages, certaines ont des challenges, des inconvénients. Et l'idée, c'est en fonction de son cas d'usage, en fonction de ce qu'on veut faire, effectivement, on va peut-être plus déployer du LoRa dans un cas, peut-être plus de la 5G dans un autre, peut-être plus du Wi-Fi. Une fois de plus, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Et c'est là aussi notre expertise, nous, en tant que Carlink. En fonction de ce que veulent nos clients, on va les orienter ou leur dire oui, on peut le faire en LoRa ou non, on ne peut pas le faire en LoRa. Alors évidemment, si on va sur la slide suivante, on considère qu'effectivement, la technologie LoRa est aujourd'hui pertinente pour le milieu industriel. Nous, on a fait beaucoup de déploiements pour un certain nombre de raisons et de critères que je voulais quand même peut-être repréciser dans ce webinaire. C'est que la technologie LoRa, parmi ses grands avantages, c'est que c'est une technologie, ce qu'on appelle LP1, donc longue portée et faible consommation. C'est effectivement l'intérêt, c'est qu'avec, par exemple, une seule gateway, on va être capable de couvrir plusieurs kilomètres, 2-3 kilomètres en zone urbaine peut-être, et jusqu'à des dizaines de kilomètres, voire plus des fois, en zone rurale. Donc, il y a une très grande pénétration en couverture radio. On a une très bonne couverture radio aussi en ce qu'on appelle en sous-sol, en deep indoor, qui vont nous permettre d'adresser aussi d'autres cas d'usage. L'autre point qui est fondamental et très important, c'est qu'on a une très grande autonomie au niveau des capteurs. Et c'est ça l'intérêt du LoRa, c'est d'avoir des capteurs qui vont vivre de façon non alimentée pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années en fonction des cas d'usage. Et on a effectivement des durées de vie qui vont être 10 fois supérieures, par exemple, à l'autonomie dans le cellulaire. C'est une technologie qui est multi-usage. Ce point est crucial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une seule et même infrastructure, vous allez pouvoir déployer tout un tas de cas d'usage que je peux voir juste après. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déployer une technologie différente, une architecture différente à chaque fois que vous allez faire de l'optimisation énergétique ou du tracking ou de la maintenance prédictive. Et c'est ça l'intérêt de cette technologie. Elle est accessible à faible coût, parce que comme je vous l'ai dit, on est aujourd'hui dans un écosystème mature, donc on a accès à des capteurs de bas coût. Une gateway, pour couvrir un site, on a peut-être besoin de une ou deux gateways. Et c'est un standard, c'est-à-dire que c'est une bande, le LoRa est une bande radio non licenciée, ce qui fait que tout le monde peut venir émettre sur cette bande sans avoir à payer, contrairement à un réseau GSM où on doit payer une licence pour pouvoir opérer dessus.
Donc, du coup, concrètement, Thierry, si on va à la slide suivante, j'ai voulu noter ici, de façon concrète, en tout cas, nous, les cas d'usage que nous avons déjà déployés chez nos clients industriels. Alors, une fois de plus, ce n'est pas du tout exhaustif, parce qu'il y a beaucoup d'autres cas, sans doute, mais c'est ce que nous, c'est ce qu'on a pu observer et on a déployé pour tous ces cas d'usage des réseaux LoRa privés. Donc, ces cas d'usage, ils sont là pour répondre en fait au challenge que je vous ai énoncé au début de cette présentation. C'est effectivement, comment est-ce que je peux aujourd'hui en tant qu'industriel diminuer mon impact environnemental et sociétal. Principalement, ça va être en monitorant grâce à un certain nombre de capteurs des données environnementales, mon niveau de CO2, émissions de gaz toxiques, etc. et me notifier via des alertes en cas de dépassement de certains seuils. D'autres cas d'usage qu'on implémente, c'est comment est-ce que je peux réduire ma consommation énergétique au sein de mon site de production. Là encore, ça va être grâce à des capteurs en venant monitorer l'ensemble de ma consommation énergétique, que ce soit eau, gaz, électricité, VMC, et de pouvoir détecter les surconsommations ou les sous-consommations, à contrario. On a toutes les problématiques relatives à la sécurité, où là encore, on va essayer de contrôler l'accès de nos salariés, enfin de nos employés à certaines zones restreintes ou dangereuses, ou aussi tout simplement en monitorant des travailleurs isolés pour détecter des chutes, avoir des panic buttons en cas de danger. Un autre point aussi, ou un autre cas d'usage où on est de plus en plus actif, ça va être plutôt dans la gestion des stocks et des ressources. Et là, ça va être principalement par la mise en place de solutions de tracking d'assets au sein de bâtiments pour permettre notamment de faire des inventaires automatiques ou d'optimiser sa supply chain ou de mieux gérer ses tournées logistiques. Et le dernier que je garde pour la fin, qui est effectivement comment est-ce que je peux réduire aujourd'hui mes coûts de maintenance. Ça, c'est un cas d'usage où on est de plus en plus actif, où on nous demande de plus en plus de déployer, en tout cas des réseaux privés. Effectivement, l'objectif là, c'est de venir limiter le nombre d'arrêts machines non prévus. Et ça va être une excellente transition du coup pour la troisième partie de cette présentation, puisqu'effectivement, je voulais vraiment faire un focus sur les enjeux de la maintenance industrielle, parce que c'est des cas d'usage que nous, on est en train de déployer avec nos partenaires de plus en plus, et aussi parce que c'est une problématique majeure. Je pense que tu peux aller sur la prochaine slide, Thierry. C'est une problématique majeure parce qu'elle a un impact financier en fait direct sur la performance d'un industriel. C'est un sujet qui, à lui tout seul, pourrait faire l'objet d'un autre webinaire et ça sera peut-être l'occasion d'une seconde session. Mais concrètement, pourquoi aujourd'hui la maintenance est au cœur des enjeux de l'industrie? Principalement parce que les arrêts machines non prévus vont coûter à une société des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros par heure, notamment dans le monde de l'industrie ou de l'industrie pétrolière, pardon, ou de l'automobile. Donc, si tu vas sur la prochaine slide, Thierry, aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les stratégies de maintenance qui ont été déployées par des industriels, on a souvent deux niveaux de stratégie. La stratégie, ce qu'on appelle niveau 1, qui est une maintenance corrective. Donc, en gros, c'est qu'il y a pas vraiment de stratégie et c'est souvent la majorité des cas, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner l'appareil de production jusqu'à la panne et on intervient seulement à ce moment-là, avec la conséquence évidemment d'avoir un arrêt de machine qui est non prévu, un arrêt de la production, effectivement, du coup, une perte d'argent. Ensuite, on a le niveau 2 qui est une maintenance qui est déjà un peu plus évoluée, puisqu'on va être on va prévenir plutôt que guérir, en mettant en place des fenêtres de maintenance et en se disant tous les 3 mois, tous les 4 mois, on envoie une équipe et on change tout. Mais on a le risque effectivement dans ce type de maintenance de changer des pièces qui potentiellement n'en auraient pas besoin. Donc si on va sur la slide suivante, effectivement, les deux stratégies que je viens de vous présenter ne sont pas optimales. Et l'idéal serait d'aller, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance prédictive. J'ai récupéré ce petit schéma que je trouve très intéressant et qui explique bien les différentes étapes d'une stratégie de maintenance prédictive. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir monitorer, en tout cas en temps réel,
grâce à un certain nombre de capteurs de vibration, de température ou autre. Donc, de monitorer le comportement d'une machine en remontant donc un certain nombre de données et de pouvoir définir préalablement, là encore grâce à un mix de nouvelles technologies que je vous ai présenté au début du slide. Donc, on va trouver de l'IoT, du machine learning, du edge computing, de pouvoir prédire quel est le comportement normal de cette machine et de détecter donc, à contrario, lorsqu'elle ne fonctionne plus de façon optimale et de pouvoir en être alerté par des alarmes afin de pouvoir intervenir sur une machine avant qu'une panne arrive, que la machine tombe en panne, qu'on ait un arrêt et qu'on perde effectivement de l'argent. Donc, effectivement, si on va sur la prochaine slide, Thierry, l'intérêt aujourd'hui de déployer, voilà, vous l'avez compris, une stratégie de maintenance prédictive, principalement, ça va être de réduire les coûts de maintenance, donc anticiper les pannes, les temps d'arrêt machine, améliorer la qualité des produits. Et on peut constater, en tout cas chez les sociétés, les entreprises qui ont décidé d'implémenter ce type de stratégie, un ROI assez identifiable. Et c'est ça qui est intéressant sur ce cas d'usage, c'est que le ROI est facilement identifiable puisqu'on a jusqu'à 25% d'augmentation de la production, 30% de réduction des coûts de maintenance et jusqu'à 45% de réduction des temps d'arrêt machine. Un autre facteur qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien, c'est effectivement le Covid, avec les derniers confinements qu'on a eus et l'impossibilité de se déplacer sur les sites pour effectuer des opérations de maintenance. Le Covid a considérablement, on va dire, accéléré le développement ou la mise en place de ce type de maintenance chez les industriels, puisqu'il a été quand même crucial de pouvoir continuer à monitorer à distance la bonne santé de ces machines critiques. Donc, si on va sur la prochaine slide, j'essaie de vérifier le timing, que je suis toujours en temps et en heure. Donc là, c'est juste une slide pour, je dirais, résumer un peu ce que je viens de dire sur les différentes stratégies et qu'effectivement, aujourd'hui, l'objectif de nos clients, c'est d'aller vers le niveau 3, la maintenance prédictive, afin de maximiser la durée de vie des machines, éviter les temps d'arrêt imprévus et planifiés, réduire les accidents et accroître la sécurité des personnes. Et effectivement, la globalité, c'est de diminuer ces coûts de maintenance. Donc, sur la dernière partie de cette présentation, effectivement, et pour terminer en tout cas mon intervention, c'est que je voulais du moins illustrer mon propos avec quelques déploiements LoRa privés que nous avons réalisés avec certains de nos industriels, enfin de nos clients industriels. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas aujourd'hui citer les noms de ces clients, mais en tout cas, on peut à minima discuter des cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage que je voulais partager avec nous, ça répond ici au challenge d'améliorer la qualité de la chaîne de production dans une usine de métallurgie en Allemagne. Donc là, il y a un certain nombre de cas d'usage que je vous partage, qui étaient traquer les wagons torpilles, qui transportent l'acier liquide, monitorer la position des portes dans les salles de stockage, contrôler les vibrations sur trois moteurs qui étaient difficiles d'accès, contrôler la température et l'humidité à des fins de qualité et contrôler aussi le niveau solaire dans les halls de production. Donc, sur ce client-là, nous, on a déployé un réseau privé LoRa, donc Kerlink, évidemment, sur la base de notre gateway Odor, qui s'appelle la e-station. On a déployé 4 e-stations pour couvrir le site. Et on a déployé notre network server qui s'appelle SPN, qui est un network server qui, dans ce cas précis, est embarqué dans la gateway parce qu'on nous a demandé de processer la donnée localement. Souvent, dans le milieu industriel, des fois, on nous interdit que la donnée sorte dans le cloud et on doit processer effectivement sur le site. Donc là, effectivement, les bénéfices, c'est principalement c'était d'améliorer la qualité des produits, de la production, et de diminuer notamment les pannes sur la chaîne de production au niveau de ces 3 moteurs qui étaient difficiles d'accès. Sur le deuxième cas d'usage, tu peux passer à la seconde slide. Donc là, c'est encore un domaine, l'industrie pétrolière est un segment sur lequel on est de plus en plus actif, Kerlink, et sur lequel on est de plus en plus contacté pour déployer des réseaux privés LoRa. Là, on est dans ce que j'ai présenté avant, on est sur vraiment une problématique de maintenance prédictive
sur des plateformes pétrolières offshore. Alors, une plateforme pétrolière offshore, effectivement, c'est en pleine mer, c'est difficile d'accès. Et les challenges que nos clients voulaient adresser, en tout cas en déployant ce type de solution, c'était principalement de s'assurer de la bonne santé des équipements sur ces sites qui sont difficiles d'accès et de réduire les coûts de maintenance en évitant d'envoyer des personnes sur place s'il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière est peu digitalisée et tout est fait manuellement, c'est-à-dire qu'on a des gens qui régulièrement viennent sur chaque plateforme pétrolière et font des relevés manuels. Et des fois, ce n'est pas la peine, s'il n'y a pas de problème, on pourrait éviter d'envoyer ces personnes sur site. Donc là encore, on a déployé un réseau privé LoRa sur la base de la même gateway, qui est une station, hein, et sur la base de notre SPN. On travaille ici avec un de nos partenaires qui est SRET, qui fournit des capteurs de pression et de température, donc ATEX. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que quand on déploie, par exemple, une gateway sur une plateforme pétrolière, elle va pouvoir, on a un champ d'action environ de 1-2 km, ce qui va nous permettre de toucher peut-être une centaine, voire plus, d'autres plateformes pétrolières qui sont autour. Hein. Et le bénéfice, concrètement, eh ben, c'est la réduction du coût de maintenance, parce qu'on va pouvoir remonter automatiquement des données, gérer des alertes et envoyer seulement des gens quand il y aura des problèmes. Effectivement, c'est diminuer le nombre de visites sur les sites, réduire l'erreur humaine, puisque tout est fait manuellement aujourd'hui, et évidemment de participer à la transformation digitale des compagnies pétrolières qui sont encore très très peu digitalisées à ce jour. Sur le dernier, en tout cas d'usage que moi je voulais présenter, on est encore dans le domaine de la pétrochimie, où on va être finalement sur un cas d'usage qui est assez proche du précédent. On est beaucoup sur de la maintenance prédictive, mais je vous ai dit, hein, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément avec un de nos partenaires. Donc là, c'était monitorer le niveau de corrosion sur une usine pour une usine pétrochimique. Hein. Donc, l'objectif de notre client, c'était d'évaluer on va dire la santé de ces infrastructures logistiques et de production dans un environnement ATEX, hein, et effectivement de réduire les dommages qui étaient créés aujourd'hui par la corrosion et donc de diminuer ses coûts de maintenance parce qu'il avait beaucoup de pannes ou d'arrêts machines. Donc là, pareil, on a déployé, vous allez voir souvent la même infrastructure, on va déployer donc une gateway, voire plusieurs gateways outdoor LoRa, e-station et notre cœur de réseau qui s'appelle le WMC. Et on travaille ici avec notre partenaire qui s'appelle Corrosion Radar, qui fournit des capteurs LoRa ATEX pour mesurer le niveau de corrosion. Donc effectivement, les bénéfices, hein, c'est détecter les problèmes de corrosion avant qu'ils ne créent des dommages, réduire les coûts de maintenance avec moins d'arrêts, et améliorer la qualité de la production. Et je crois que Thierry, tu voulais présenter le dernier cas d'usage qui était Osiris. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci Virginie pour ta présentation. Je vais terminer effectivement avec un dernier cas d'usage que l'on a eu. Donc c'était pour la création en fait, d'un réseau privé multi-entreprise en fait, sur un site chimique aussi, où il y a maintenant 17 entreprises. Et il fallait couvrir l'ensemble du complexe industriel, donc il y a un groupement d'intérêt économique, pour monitorer différentes applications, que ce soit des données de gaz, de température, d'électricité ou de géolocalisation. Alors pour cette application-là, on a déployé donc un réseau privé LoRa avec quelques gateways stations, Virnet Station de Carlink, et l'application WNC qu'on va voir un peu plus loin. Et les bénéfices pour cette application-là, c'est effectivement de mutualiser le réseau privé pour l'ensemble des entreprises. Donc de créer un réseau pour les 16 entreprises, et puis que donc Osiris devienne en fait l'exploitant de ce réseau qui soit commun et diminue effectivement les coûts de chaque entreprise en mutualisant ce même réseau privé LoRa. Voilà, alors pour répondre et voir comment effectivement Sphinx et Kerlin peuvent répondre à ces problématiques et proposer, nous allons voir avec quelles offres. Alors, voilà le schéma complet qu'on retrouve, c'est souvent, en fait, Sphinx est à même de proposer la solution complète, allant des capteurs sur le terrain. Donc ici, à gauche, on voit dans le cas de la Smart Industry, c'est peut-être capteurs de vibration, de pression, de température ou de CO2, jusqu'à la plateforme IoT métier, qui sera donc elle exploiter et visualiser les données remontées, et tout ça au travers de l'infrastructure donc LoRa, donc proposée avec les produits Kerlink, donc notamment les gateways Kerlink,
Donc là, on a accès en fait à toute une gamme de gateways pour l'infrastructure, allant de la passerelle indoor IFM2Cell, qui est celle en bas parmi les trois, allant jusqu'à des gateways outdoor, donc au milieu la e-station, et puis jusqu'aux versions IBTS et IBTS Compact, qui sont aussi pour des déploiements de réseaux privés plus importants. Le tout est administré aussi par la solution donc WMC, donc le One AC Management Center, ou le SPN, qui va permettre en fait de gérer le cœur du réseau, qu'on appelle aussi le LNS, et ainsi que la supervision de toutes les gateways. Donc là, on va pouvoir avoir effectivement le schéma complet des capteurs, allant des capteurs jusqu'à la visualisation des données, tout ça en transport sécurisé grâce au cryptage AES utilisé en LoRa. Alors en résumé, pour terminer, effectivement, ce dernier slide, Sphinx en fait peut se positionner, on l'avait déjà vu la dernière fois, comme un peu le chef d'orchestre de tous vos projets IoT. En fait, en vous aidant à assembler toutes les briques nécessaires, donc des capteurs, on a vu différents types de capteurs, l'application métier si nécessaire, et bien sûr donc l'infrastructure du réseau LoRa avec les solutions Kerlink. Donc voilà ce que nous voulons vous présenter ce matin. En parallèle, donc, vous avez pu poser vos questions directement sur le chat. On va prendre aussi quelques questions. Je ne sais pas si on a aussi Romain qui est là pour nous indiquer quelques questions qu'on peut répondre en direct. Sachant que tout le reste des questions qui n'ont pas été répondues, on vous répondra ultérieurement après ce webinaire. Romain, oui, bonjour à tous. Alors Thierry, en fait, je viens de te pousser une question auquel tu pourras probablement répondre. Grosso modo, Madame Pauline Bouton demande: bonjour, combien votre gateway station coûte-t-elle et combien faut-il en déployer pour couvrir et quel périmètre? Avoir une notion de dimensionnement. Alors, on peut effectivement faire des analyses on a des outils pour analyser, faire une étude de site, soit déjà théorique, ou après, quand c'est nécessaire pour vraiment la mise en place, on a des équipes aussi qui peuvent se déplacer pour aller faire l'étude de site sur place et déterminer avec des outils de test LoRa où il faut positionner les gateways et combien en positionner pour couvrir la zone concernée. Donc ça, effectivement, on a les outils et les moyens de pouvoir déterminer, mais c'est en fonction un peu de chaque site et de la configuration du site, notamment avec tout ce qui peut être perturbation radio, oui, tout à fait. Donc ça, on pourra répondre plus précisément aussi s'il y a vraiment un cas précis sur lequel on doit répondre. Oui. Thierry, tu m'entends? Une autre question. Bonjour. Si la couverture réseau n'est pas bonne, ce type de solution ne peut être mise en place? C'est une question. Oui. Après, donc effectivement, après une étude sur site, après, cette étude déterminera si la solution radio n'est pas bonne. Et après, si vraiment il n'y a pas de solution, regarder d'autres technologies ou si on est obligé de passer en filaire, si la solution sans fil radio n'est pas possible. Mais avec les solutions qu'a présentées Virginie, parmi les différentes technologies, on arrive souvent à trouver la bonne technologie à proposer en fonction des environnements et des caractéristiques liées au site. D'autant plus, Thierry, si je peux me permettre, c'est qu'on est en capacité, avec un réseau LoRaWAN, de pouvoir faire de la densification en outdoor ou en indoor, et donc de rajouter quelque part une extension de réseau dans le cas où on serait confronté à des contraintes radio fortes. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, on peut augmenter, effectivement, densifier le réseau en rajoutant des gateways pour couvrir de façon optimale le site en question. Oui.
D'accord. Alors, peut-être une autre question. Bonjour, combien de nœuds terminaux LoRa la gateway peut-elle gérer? J'ai plus le chiffre en tête. Vous avez peut-être ça, les personnes de Kerlink. Alors, effectivement, peut-être. d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question en fait qui est assez récurrente. Combien de capteurs LoRa peuvent être associés à une gateway? Traditionnellement, c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'on est sur une mise à disposition d'un nombre de canaux LoRa qui sont face à des capteurs qui ont des comportements de communication différents. Un capteur d'eau fait 1, 2, 3 ou 4 relèves d'informations par jour. Un capteur de vibration peut en faire beaucoup plus. Un capteur qui est lié à un compteur électrique en fera d'autant plus. Donc, il est assez compliqué de dire exactement combien de capteurs peuvent être mis ou attachés à une cellule LoRaWAN. En revanche, ce que l'on remarque, c'est que d'une manière générale, sans aucun souci de scalabilité, on est en capacité de pouvoir, avec une cellule, une passerelle LoRaWAN, associer plusieurs milliers de capteurs à cette même cellule. Alors, j'essaie de regarder en même temps les autres questions. Peut-être une petite question. Quelle est la portée radio de votre gateway Kerlink? Alors là, en fait, on respecte effectivement la norme, le protocole LoRaWAN. Donc on est à quelques centaines de mètres en indoor, et on peut aller à quelques kilomètres en outdoor, mais c'est pareil, tout dépend de la configuration du site et des éléments perturbateurs qu'ils peuvent avoir. Mais voilà, c'est de l'ordre en extérieur de quelques kilomètres et quelques centaines de mètres en intérieur en fonction des caractéristiques des bâtiments. Ouais. D'accord. Et peut-être une toute dernière question. Quel cas d'usage avez-vous dans le domaine de la logistique et la supply chain? Là, qu'est-ce que j'ai en logistique? C'est un peu les use cases qu'on a vu avec Virginie sur les sites logistiques L'optimisation des tournées logistiques qu'on peut avoir, les inventaires automatiques. On va être plus sur des outils de comptage, on va dire, et de zoning, de détecter, par exemple, quand on fournit de l'inventaire de pièces de production qui transitent sur plusieurs sites, on a besoin de les comptabiliser. Typiquement, c'est des cas d'usage que nous, on adresse aujourd'hui avec des solutions, alors qui ne sont pas 100% LoRa, qui vont être un mix de BLE LoRa en général sur ce type de solution, notamment. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Okay. Alors, Virginie, Thierry, ouais, on a beaucoup de questions, mais ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde dans quelques minutes à l'ensemble des questions qui ont été posées et pour lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse. Oui, tout à fait, parce que là, le temps nous est imparti, on avait terminé. Donc, toutes les questions, de toute façon, on va effectivement les reprendre et y répondre juste après. Voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire, en espérant que cette présentation vous a permis d'en savoir plus sur les opportunités que peut nous apporter l'industrie 4.0. N'hésitez pas à nous recontacter après ce webinaire si vous souhaitez des informations complémentaires sur toutes nos solutions. Voilà, merci pour votre attention. Merci Romain, merci Virginie. Et puis, merci à tous d'être venus à ce webinaire. À bientôt pour un prochain webinaire, pas encore programmé, mais à bientôt pour de nouvelles voilà. Merci à tous, à bientôt et au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.